Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de faire place à Eric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Avant de nous expliquer quelles sont les actualités particulièrement marquantes et percutantes pour les marchés financiers, pouvez-vous nous rappeler quelle est la performance de cette semaine, sachant qu'elle va du jeudi au jeudi? Alors c'est une performance qui est plus favorable aux États-Unis qu'à l'Europe. C'est l'inverse de la semaine dernière, donc une sorte de rééquilibrage, donc plus 1,5 aux États-Unis et une stagnation en Europe. On a aussi une stagnation de la parité euro-dollar qui avait pas mal évolué récemment. Donc là, on se stabilise la deuxième semaine où on est quasiment inchangé, juste sur un point important d'ailleurs, sur de 1,16. Ok, alors vous dites les marchés américains qui ont surperformé les marchés européens, en tout cas cette semaine, malgré les tensions sur le marché monétaire américain. Oui, c'est le premier point qui est important. C'est vrai que c'est assez technique, et les gens regardent relativement peu, comme le deuxième point qu'on va aborder ensuite. Mais c'est vrai qu'on a dans le marché monétaire américain des tensions. Elles reflètent finalement les difficultés de certaines banques régionales américaines. Elles sont liées elles-mêmes à des problèmes sur le marché du crédit. Donc on a une sorte de confirmation, une confirmation de difficultés dans la sphère monétaire et financière américaine qui donne lieu donc à ces tensions qui sont qualifiées d'infinitésimales puisqu'on a des taux interbancaires qui sont légèrement supérieurs donc au taux des Fed Funds, mais habituellement ce n'est jamais le cas. Donc ce n'est que dans les périodes de crise qu'on voit ce phénomène apparaître. Donc c'est pour cela qu'il nous semblait important de le relever et de considérer que c'est bien sûr une nouvelle négative pour cette semaine. Une nouvelle négative, une nouvelle positive. Alors, si on se situe du côté des marchés financiers, mais c'est la fin du quantitative tightening annoncé dès la semaine prochaine. C'est une nouvelle donc, qui date de la semaine dernière, en fait, mais qu'on a reprise parce qu'on la trouve importante, notamment à l'aune de la première information, la première nouvelle de cette semaine. C'est donc le fait qu'on va vers la fin de ce qu'on appelle le monetary tightening, ou le quantitative tightening, plus précisément. Donc le graphique le montre, les actifs de la Fed, les actifs financiers détenus par la Fed ont baissé d'une façon significative. On est passé de 9 000 à 9 000 milliards de dollars en juin 2022 à 6 500 environ aujourd'hui. Donc on a perdu 2 500 milliards. Donc la Fed a revendu sur le marché 2 500 milliards de dollars d'actifs financiers depuis 3 ans. Donc ça signifie une sorte de diminution de la liquidité, une baisse de son total bilan aussi. Et donc le fait que Jay Powell ait annoncé la fin finalement de cette restriction quantitative de la monnaie, et donc le fait qu'on va cesser de baisser le bilan de la Fed, est plutôt une bonne nouvelle. C'est une nouvelle aussi significative finalement qu'une variation de taux d'intérêt. On impacte directement la quantité de monnaie. Donc c'est quelque chose qui est plutôt positif, effectivement, que de voir la fin de cette restriction de monnaie. À nouveau, les politiques monétaires américaines étaient restrictives depuis 3 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer en quantitative easing, non? Non, bien sûr. Non, c'est pas du quantitative easing. On l'aura quand on a un problème systémique. C'est comme ça que ça s'est passé au cours donc, des différentes étapes, différentes phases de quantitative easing, tant aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs. Qu'en Europe. L'Europe, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, où l'inflation se stabilise enfin. Alors oui, enfin, parce qu'on était à 3,8 et puis on se disait, quand même, il y a un problème là-bas. Si jamais on assiste à un emballement inflationniste, qui est toujours un petit peu dans l'inconscient collectif des investisseurs, quelque chose qu'il faut absolument éviter, et bien là, on a une stabilisation à 3,8, troisième mois consécutif à 3,8, avec des éléments concernant donc les inflations, les différentes mesures d'inflation qui sont plutôt rassurantes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que parmi les pays qui ont des taux d'inflation élevés, donc en Bretagne, on a le Japon aussi, mais la Grande-Bretagne, ça se stabilise et donc on va peut-être rentrer dans le rang européen, puisqu'en Europe, on est, comme vous le savez, plutôt à 2% actuellement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que de voir la Grande-Bretagne, qui est une grande économie, très proche de nous, contrairement à ce qu'on peut penser,
extrêmement proche, extrêmement imbriqué avec l'Europe, donc qui va rentrer dans le rang en quelque sorte au niveau de son inflation. Écoutez, on va suivre ça avec une grande attention. La dernière actualité que vous avez sélectionnée pour nous, c'est le PIB, la croissance chinoise. La croissance chinoise qui vacille, les 5%. Voilà, on a cette confirmation finalement d'une lente baisse de la croissance chinoise. Alors on est toujours autour de 5%, 4,8% sur le dernier trimestre. On aimerait évidemment beaucoup avoir ça, mais notre pays, pas la Chine, il n'a pas ses ressources, il n'a pas sa population, la jeunesse de sa population aussi, un sujet important. Mais donc on a une baisse régulière, permanente, donc de ce taux de croissance chinois qui effectivement est plutôt une mauvaise nouvelle et qui pourrait humilier le gouvernement ou le parti si on n'atteignait pas l'objectif de 5% pour l'année 2025 et au vu des dernières statistiques, on ne l'atteindra pas. Donc effectivement, on a un problème de croissance en Chine qui est en partie lié à la guerre commerciale. En partie, c'est lié à ça. Exactement. Petite info supplémentaire, la Chine était réunie, les principaux membres du Parti communiste chinois étaient réunis autour de Xi Jinping en début de semaine. Ils ont dévoilé leur plan quinquennal pour la période 2026-2030 avec un gros focus sur la demande intérieure. Du coup, par la force des choses, on peut s'attendre à ce que le paradigme économique chinois soit un peu transformé, qu'on bascule d'un modèle mercantiliste à un modèle peut-être redirigé vers la demande intérieure. La Chine a beaucoup de degrés de liberté, contrairement à l'Europe. La Chine n'est pas endettée, la Chine est autonome, son taux de change finalement n'est pas flexible, donc elle fait ce qu'elle veut. Et donc c'est vrai qu'elle a beaucoup de marge de manœuvre à plusieurs niveaux pour essayer de relancer sa croissance, notamment effectivement en développant la croissance. Exactement. Résultat, cette semaine, elle est neutre. La consommation, la demande. Le résultat, l'actualité donc est neutre. On a 2 points négatifs qui compensent 2 points positifs. Les points négatifs sont liés à la croissance chinoise, donc qui diminue, et les tensions sur le marché monétaire américain. Puis à l'opposé, du côté monétaire, beaucoup d'actualités monétaires cette semaine du côté monétaire. Donc l'inflation qui se stabilise en Grande-Bretagne et la fin du tightening aux États-Unis. Donc ceci nous donne une actualité neutre pour cette semaine. Une neutralité qui n'est donc évidemment pas de nature à avoir vos recommandations d'investissement. Non, on ne les change pas tous les jours, c'est clair. On les change rarement, c'est normal. En allocation d'actifs, il ne s'agit pas de changer, on ne fait pas de trading. Donc on reste dans une logique où finalement les mesures du risque telles qu'on les produit, soit en mesure du risque direct, tel que je le fais chaque semaine avec interprétation d'actualité, qu'en utilisant des indicateurs systématiques comme notre indicateur de MPI qui reprend les spreads de taux, qui reprend le VIX notamment. Ces indicateurs nous disent qu'on est dans une zone neutre. Il n'y a pas de stress majeur, on est neutre. Quand on regarde notre deuxième indicateur clé qui est plus fondé sur le momentum, sur le price momentum, la dynamique des prix, on se rend compte qu'il est plutôt favorable. On est à 35-36% sur ce spread momentum sur le stock 600. On sait que la croissance bénéficiaire est en train de revenir en Europe, après 3 ans d'absence totale, 3 ans de stagnation de la croissance des bénéfices. C'est quand même incroyable, 3 ans sans croissance en Europe. Et on a une croissance qui repart l'année prochaine, normalement à 15%, et va rejoindre la croissance des États-Unis, qui, elle, est toujours restée à 2 chiffres. Donc, tout ceci nous conforte dans le sentiment, en dépit donc de la volatilité qu'on a pu connaître récemment, qu'il faut rester investi sur les actions. Écoutez, vous avez certainement raison. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiec, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisors Valcon, avec nous tous les vendredis pour nous livrer vos analyses, votre sentiment à l'égard des marchés financiers et en déduire une stratégie d'investissement la plus adaptée possible au profil de risque, évidemment, qui sont les vôtres. Merci beaucoup, Eric. À la semaine prochaine. On marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve bien dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.